de nous regarder sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes très nombreux en train de nous regarder ce soir sur votre télévision. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver en ce soir pour vous présenter cette émission spéciale que d'ailleurs j'ai l'honneur de présenter. Pour vous ce soir, on va recevoir Madame Roselyne Mbombo, activiste politique qui est venue ici à Lubumbashi pour un séjour. On va s'entretenir autour de sa mission en tant que femme dans la politique, mais aussi pourquoi elle est à Lubumbashi. Et cette émission connaîtra une coprésentation de Luc Kadima, un confrère de Héritage Radio et Télévision. Bonjour Luc, qui est bien sûr. Bonjour Pidens, merci, bonjour madame. Bonjour. Madame Roselyne, bonjour et bienvenue à Lubumbashi. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce décor spécial. Avec vous, on va s'entretenir quand même, bien qu'on en a l'occasion très rarement. Moi, c'est la seule fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer. Alors, on a tenu à vous faire participer dans cette émission, surtout pour savoir pourquoi Madame Roselyne a choisi de rentrer au pays, parce qu'il faut le dire, vous êtes congolaise, mais vous avez un peu plus passé la plus grande partie de votre temps à l'extérieur du pays. Alors déjà, pour commencer, qui est Madame Roselyne Mbombo? Comment vous pouvez vous présenter chez les téléspectateurs qui nous regardent? Merci pour la question. Et je participe à cette émission avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Voilà, moi je m'appelle Madame Roselyne Mbombo. Je suis la fille du professeur Gabriel Boussango à Mulumba, qui a donné cours à l'université de Kinshasa. En tout cas, ceux de cette époque-là le connaissent très bien, l'ont très bien connu. Et après, pour des raisons politiques, mes parents se sont exilés en Belgique. À l'époque, j'étais encore une adolescente et aînée d'une famille de 5 enfants. Et donc voilà, effectivement, j'ai passé une grande partie de ma vie en Belgique, en exil politique. Et j'ai pas eu vraiment depuis, au total 35 ans, j'ai pas eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de rentrer ici, au pays, mais 2 fois seulement. 2 fois seulement. La première fois, c'était pour l'enterrement de ma mère, parce que ma mère est décédée là-bas, en 92. Et puis, j'étais venue aussi pour des raisons personnelles, visite familiale, un peu plus tard, et donc en 1996. C'était peu avant, peu avant la chute de Mobutu. Donc je suis restée quand même une année, mais j'étais pas vraiment, comment dirais-je, intégrée vraiment dans la vie sociale au pays. Donc je suis restée assez, comment on peut dire, en dehors de la vie sociale, de la vie de tous les jours, parce que je ne sortais pas beaucoup. Et Kinshasa, je ne connais pas bien, je ne peux pas dire que je connais bien Kinshasa. Donc, je suis rentrée en Belgique et après 22 ans, j'ai décidé de rentrer au pays. Voilà, de rentrer dans mon pays. C'est quand même mon pays, malgré toutes ces années passées en Europe, malgré le fait que je sois née aussi en France. Ça ne m'a pas, on peut dire un peu, pas du tout déracinée en fait. Non, on perd parfois ses repères à un moment donné et on a parfois envie. Oui, non, j'ai pas. C'est vrai que je suis par la force des choses à cheval sur les 2 cultures, forcément. Forcément, parce que d'abord je suis allée très jeune en Europe. J'ai passé une grande partie de mon enfance ici, à Kinshasa, mais une grande partie de ma vie en Europe. Donc forcément, je suis à cheval sur les 2 cultures. Mais je suis restée à mon avis, personnellement, très congolaise et fière de l'être d'ailleurs. Et j'ai jamais fait de demande de nationalité du pays d'accueil. Je suis restée congolaise. Et j'ai pu récupérer mon passeport congolais avant de rentrer ici, au pays. Voilà, et je suis mère de 4 enfants. J'ai travaillé dans le secteur médical pour les soins palliatifs pour les personnes âgées. Et voilà ce que je peux dire pour moi. Et j'ai fait la politique, c'est vrai, j'ai combattu, j'ai milité pour l'UDPS pendant plus de 10 ans en Belgique. Je suis membre effectif de l'UDPS. Je n'ai pas encore occupé de fonction à l'UDPS dans l'opposition, mais j'ai beaucoup milité. Je considère moi-même que
j'ai contribué considérablement à la victoire de l'UDPS. J'ai milité avec beaucoup d'amour pour ce parti, avec un engagement sérieux. J'ai fait ce que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux pour la visibilité, pour la communication du parti. Et voilà, sans entendre rien de retour d'ailleurs. Et puis voilà, je l'ai fait avec mes tripes, avec tout ce que j'avais comme amour pour la patrie. Voilà ce que je peux dire un peu sur moi. Et donc, 22 ans plus tard, vous rentrez au pays, quand le président Félix Antoine est élu. C'est pour travailler pour l'accompagner. Comment, dans un pays où vous avez passé du temps sans y être, ça veut dire que vous ne connaissez plus le Congo comme à l'époque. Le Congo change, il évolue, la vie sociale change. Comment comptez-vous vous y prendre? Disons que bon, j'ai accompagné le président Félix et d'abord le défunt président Étienne Tshisekedi, parce que j'ai aussi contribué à la campagne électorale de 2011 en étant très actif sur les réseaux sociaux, en militant pour le parti. Et voilà, donc oui, je suis restée assez longtemps en dehors du pays, mais on reste quand même en contact, c'est-à-dire qu'on a des contacts permanents avec les compatriotes ici sur le terrain. J'avais ces contacts-là. Je suis restée très branchée sur tout ce qui se passe au pays, bien que loin. C'est vrai que bon, quand on est sur place, on palpe d'autres réalités, peut-être des réalités qu'on n'arrive pas à palper quand on est loin à des milliers de kilomètres, mais quand même je suis restée en contact vraiment branchée sur la situation politique, la situation sociale, socio-économique du pays. Je suis restée branchée dessus, en s'y intéressant, en cherchant à savoir comment, en essayant de rester au courant de la situation ici sur place au pays. Donc voilà, je considère pas que je suis restée coupée en fait du pays, parce que en Belgique déjà on considère que la Belgique est un peu la deuxième RDC, parce que il y a une forte communauté congolaise en Belgique, donc on n'est pas vraiment coupé en fait, on n'est pas vraiment coupé du pays, on reste encore quand même branché au courant de tout ce qui se passe ici, donc voilà, je suis activiste politique, comme l'a dit votre confrère. Je suis restée vraiment dedans, dans le bain. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens. J'ai fait ce que j'ai pu pour contribuer à ce que nous vivons aujourd'hui en RDC. Alors, la grande inquiétude, c'est après 22 ans, quelle est la raison exacte qui vous ramène? Pourquoi Madame Roselyne, après toutes ces années, décide de revenir dans ce pays? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes revenu 2 fois. La dernière, c'était pour enterrer feu votre mère, via son âme. Et cette fois-ci, je ne pense pas que ça soit pour un enterrement que vous êtes revenu. Alors pourquoi Madame Roselyne a décidé pas seulement de revenir à Kinshasa, parce que je pense que dans le 2 fois c'était à Kinshasa, mais aujourd'hui même à Lubumbashi. Donc vous décidez de découvrir votre pays. Quelle est la raison exacte qui vous motive à faire cela? Bon, déjà, je suis une enfant née dans un environnement politique. Je suis une enfant née dans un environnement politique par mes parents. Et voilà, donc je suis fille, je dirais bien, fille d'exilés politiques, parce qu'à l'époque, quand les parents se sont exilés en Europe, je n'étais qu'une mineure, donc je n'avais pas de problème personnel. Voilà, on ne peut pas considérer que j'avais un problème personnel, mais étant fille d'exilés politiques, mon père à l'époque avait eu des problèmes directement avec le pouvoir en place de l'époque, à l'époque du Zaïre, en 1984, lorsqu'on a décidé de quitter, de rejoindre notre papa ici, enfin, en Belgique. Et donc, forcément, on est concerné dans la situation politique du pays. Donc, étant fille d'exilé, j'ai commencé très tôt à m'adonner à la politique, à participer à des marches, des manifestations. À l'époque de Mobutu, je n'avais peut-être que 16 ans, 17 ans. Et voilà, j'étais déjà dans le bain. Et forcément, on s'intéresse à ce qui se passe au pays. On s'intéresse à la situation politique, on s'intéresse à la politique du
pays et au régime en place. On s'intéresse à savoir est-ce que on peut faire quelque chose pour qu'il y ait changement au pays. Quand on voit que voilà, la population sur place se plaint, la population sur place ne se retrouve pas, et bon, on essaie un peu de faire ce qu'on peut pour accompagner cette population acquise au changement. Hein. Et voilà, donc après 22 ans, bah, il est tout à fait normal que je décide de rentrer quand je suis, étant membre effectif de l'UDPS, quand l'UDPS accède au pouvoir, de me dire que voilà, bah, si je peux rentrer au pays et contribuer au changement dans ce pays, le changement auquel notre peuple souscrit ou adhère ou aspire, voilà, moi je rentre aussi en tant que Congolaise native, je sais pas, mais bon, je suis congolaise, 100%, je suis née en Europe, mais ça ne m'enlève pas mon appartenance à cette terre. Alors, donc voilà, ce souci de rentrer pour contribuer aussi au bien-être du peuple. C'est ce même souci qui vous a poussé à créer la fondation Le Peuple d'abord. Voilà, en fait déjà je suis très active sur les réseaux sociaux depuis 2010-2011. Voilà, j'ai voulu contribuer à la visibilité de mon parti, à la communication. Voilà, donc j'ai été très active, j'ai fait je me suis fait remarquer en fait à travers mes publications sur les réseaux sociaux, mes interventions et tout ça. Donc comment je peux dire, oui, ça m'a inspiré. Hein. Je suis ici depuis le 2 mars et je me suis dit, en arrivant ici, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au bien-être de notre peuple? Voilà, avec des conseils des amis, avec des conseils des connaissances, des amis qui sont dans la politique. Voilà, on m'a dit, écoute, pourquoi pas ne pas créer une fondation où tu pourrais effectivement directement t'impliquer dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie des Congolais, de la population qui, elle, attend de nous qu'on leur apporte le changement que nous avons décrié tant dans l'opposition. Et on vous surnomme le peuple d'abord. En fait, en réalité, c'est quoi ce privilège que vous offrez au peuple? Parce que ça se dit, le peuple d'abord. Le peuple attend quoi? C'est un slogan, c'est le slogan mythique de la campagne électorale de l'UDPS en 2011, à l'époque avec comme candidat à la présidentielle président Étienne Tshisekedi. Donc voilà, c'était le slogan de la campagne électorale. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé de commencer à m'activer sur les réseaux sociaux, c'est le nom que j'ai emprunté sur les réseaux sociaux, Roselyne, le peuple d'abord. Parce que je me suis dit, si je mets Roselyne, c'est vrai qu'un peu plus tard aussi, j'ai créé un compte book avec Roselyne Bombo, parce qu'au départ, je m'étais dit que c'était un compte privé, mais j'ai pas pu le garder privé, je me suis lancée encore dans la politique. Et après, je refais de nouveau un autre compte avec Roselyne, le peuple d'abord. Donc, ça ne pouvait pas me lâcher. Cette étiquette, cette image que j'avais déjà dès le départ, n'arrivait pas à se détacher de ma personne. Donc, Roselyne, le peuple d'abord est restée parce que justement, je trouvais que ce slogan représentait globalement notre vision. Mais depuis l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu beaucoup de fondations qui se sont créées. La vôtre, c'est quoi la particularité? Bon, c'est normal, on est un grand pays, hein, c'est normal que les gens pensent, si les gens... Mais c'est pas pour un intérêt quelconque qu'on crée une fondation. J'ai des ambitions politiques, hein. J'ai des ambitions politiques. Je pense que quand on a des ambitions politiques, il est tout à fait normal de chercher à se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, je suis animée par ce désir de voir quand même le mode de vie du Congolais s'améliorer. Je viens d'un pays d'accueil, hein, un pays d'accueil où même la classe pauvre se retrouve, c'est-à-dire que la classe pauvre, qu'on considère comme pauvre, avec un revenu minimum de, disons, pour une personne, 700 €, en dollars, je ne sais pas combien, pour un couple, entre 900 et 1000,
c'est le revenu le plus bas, mais se retrouve quand même. C'est-à-dire que à le minimum vital, le minimum vital, c'est-à-dire se manger, se vêtir, se faire soigner et tout ça. Et moi, je considère quand même que dans notre pays, avec autant de potentialité, avec autant de richesse, on peut, avec des gouvernants responsables et compétents, arriver à donner à ce peuple ce qu'il mérite quand même comme minimum. Voilà, comme minimum vital. Et voilà pourquoi moi je me dis, pourquoi ne pas m'impliquer justement dans ça pour que ce peuple pour lequel nous luttons se retrouve. Alors de façon un peu plus pragmatique, quelles sont les actions que vous menez déjà ou que vous pensez mener pour que ce peuple-là que vous venez représenter ici sur ce plateau, ou ce peuple-là dont vous vous souciez autant, puisse quand même sortir de ce cocon où ils sont enfermés? Quelles sont ces actions? Quel est votre plan d'action par rapport à cette fondation? Par exemple, j'étais en Belgique avec la plateforme Yes Weekend. Quand j'étais encore en Belgique, après l'élection du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État, ces jeunes qui sont à l'initiative donc justement de la création de cette plateforme Yes Weekend m'ont contacté pour me dire que voilà, maman Roselyne, nous t'avons vu très active sur les réseaux sociaux depuis des années. Nous vous avons vu vraiment vous impliquer de loin, malgré que vous êtes des années en Europe, mais vous êtes resté vraiment très attentive à tout ce qui se passe ici. Et voilà, nous voulons vous désigner comme autorité morale de notre plateforme. Voilà. Bon, au début, j'ai un peu hésité, mais après, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Avec les conseils des amis, et j'ai fini par accepter. Mais je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas encore sur place, donc je ne sais pas en quoi ça consiste et tout ça. Ils m'ont dit, voilà, quand vous allez venir ici, nous en parlerons ici sur place. Donc, je suis arrivée, et puis voilà, j'ai aussi eu l'occasion de voir, en arrivée ici, de palper donc la vie sociale de mes compatriotes et tout ça. Donc, je dis comme ça dans l'absurde, tu passes sur la rue, enfin, en pleine circulation dans la voiture, tu vois des enfants, ces enfants qui viennent à ta porte toquer et mendier, hein, et bon, voilà, moi, avec mon regard de la diaspora, d'une Congolaise qui a vécu très longtemps en Occident, c'est choquant. C'est choquant, c'est-à-dire que bon, quand tu vois ça, tu te dis, mais comment est-ce possible, comment des enfants de si bas âge peuvent se mettre à mendier comme ça, dans un pays où il y a tout ce qu'il faut, hein. Dieu nous a quand même, il faut le dire, hein, nous a bénis avec une terre bénie et tout ça. Et pourquoi est-ce que ces enfants, pourquoi est-ce qu'on voit des situations comme ça, une misère indescriptible et tout ça, qui révolte même d'ailleurs et qui fait très mal au cœur. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vis ça tous les jours et je me dis non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, automatiquement, je me dis, voilà, pourquoi ne pas créer une fondation, par exemple? Qui fera quoi exactement? Une fondation, justement, qui va s'impliquer dans une démarche d'améliorer le bien-être, la vie sociale du Congolais. C'est-à-dire que ma fondation a cette ambition il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut commencer d'abord par créer, hein, des centres de réinsertion, des centres de formation pour l'éducation des jeunes. Parce que moi, mère de 4 enfants avec un fils aîné de 27 ans, je suis concernée par tous ces jeunes. Je suis touchée par tout ce qui touche ces jeunes. Ce sont des jeunes qui peuvent être mes enfants, mes neveux, mes nièces. Et donc je me dis, pourquoi ne pas penser par exemple à construire des centres de rééducation pour les aider justement à pouvoir être scolarisés, formés. Il y a des jeunes garçons qui traînent dans la rue, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de toit parce que les parents n'ont pas les moyens. Et nous, on pourrait, moi personnellement, je pourrais les aider justement à avoir les mêmes privilèges que les autres enfants. Donc, je me dis, créer une fondation qui a pour but de construire des centres, des maisons et aider ces enfants à se sentir bien, tout simplement, et avoir droit à une éducation, à une formation. Alors, on reproche à ceux-là
qu'on appelle entre guillemets, passez-moi l'expression, les amis de la diaspora, de rentrer au pays que quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir et tout ce temps, c'est de loin qu'il vivait la réalité du Congo et on a vu quelques centaines qui sont revenus au pays. Est-ce que vous faites partie aussi de cette équipe qui est venue juste chercher un poste dans le nouveau gouvernement ou vous voulez vraiment changer les choses comme vous pensez le dire? Bon, moi c'est différent. Les autres, je ne sais pas. Mais si je dois parler de moi, c'est différent. C'est vrai que bon, moi je l'ai dit à un moment donné que je suis née dans la politique. Je suis née dans une famille de politiciens, dans un environnement de politiciens. J'aime pas trop le dire, j'appartiens biologiquement à la famille du chef de l'État. Mais si je le dis justement, c'est pour expliquer tout simplement que à cause de notre liaison sanguine? Non. Votre lutte? De l'exil politique, en fait, dans lequel nous nous trouvions pendant toutes ces longues années, ont fait que on considérait que je ne pouvais pas, je dis bien on considérait, que je ne pouvais pas me rendre ici en RDC pour n'importe quelle activité. Maintenant, on va dire que c'est une coïncidence. C'est-à-dire que pour moi, je considère que j'ai l'opportunité de pouvoir faire ce que je veux et ce que j'estime être bien pour le bien-être de mon pays, de notre peuple. Et d'ailleurs, je ne suis pas restée les bras croisés en Europe. J'ai lutté aussi pour ce pays. C'est pas parce qu'on est sur terrain ici qu'on peut se rendre utile. On peut se rendre utile pour son pays, même à l'étranger. Et moi, je l'ai fait. J'ai fait. J'ai même pas à le dire, les témoins sont là. Vous savez, en Europe, on a aussi nos occupations. Hein. On a nos boulots, on a nos vies, on a tout ça. Mais ça ne nous a pas empêché de nous rendre utiles, de combattre, de faire des sacrifices aussi, voilà, et des sacrifices aussi énormes pour contribuer au changement dans ce pays. On a organisé des marches, on a fait beaucoup pour mettre le pouvoir en place en difficulté, d'une manière ou d'une autre. Avec tous les risques qui accompagnent. Oui, et je l'ai fait sans me cacher, évidemment que c'était des risques. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver quand vous revenez un soir de votre boulot, vous revenez à la maison, on peut vous attaquer comme ça devant chez vous par des inconnus. Donc voilà, j'estime quand même que bon, on n'est pas resté comme ça en Europe les bras croisés en se disant que voilà, tiens, on attend que l'UDPS soit au pouvoir pour rentrer. Non, on a vraiment contribué. Nous avons accompagné notre peuple dans ce combat pour le changement. Voilà. Et la fondation, c'est à titre personnel? Oui. Et qui est derrière vous? Qui vous soutient? Vous êtes seul ou il y a des gens, des partenaires? Moi, je suis à l'initiative de la création. Moi seul, je suis à l'initiative de la création. Jusqu'ici, il n'y a pas de partenaire? Non. Mais je suis en train de discuter avec la plateforme Yes Weekend, entre autres, et oui, il y a des partenaires, des personnes qui voudraient... on discute pour des partenariats potentiels pour le futur, oui. Alors aujourd'hui... Pour un partenariat pour le futur, oui. Ça se discute, parce que je viens de créer la fondation, c'est encore tout neuf, c'est vraiment très récent. Mais effectivement, il se pourrait que dans quelques temps, dans un futur très proche, que je me mette à travailler en partenariat avec des compatriotes, ouais. Des compatriotes aussi qui désirent s'impliquer, comme moi. Alors, une implication qui a quand même un côté féminin, il faut le rappeler. Aujourd'hui, les femmes prennent ce courage de s'adonner de plus en plus à la politique. Alors, est-ce qu'à travers la fondation, vous allez aussi aider ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, ou tu continues à penser que la politique, elle restera conjuguée au masculin, ou elle n'appartiendra qu'aux hommes que nous sommes? Est-ce qu'à travers cette fondation, vous pensez tirer, ou peut-être attirer aussi la gente féminine à vous rejoindre dans ce combat? Oui, tout à fait. Et comment vous pensez les faire?
Ben, déjà, j'ai aussi le projet de créer de l'emploi, tout ce que je compte créer comme entreprise. La fondation comprendra aussi des entreprises. On aura plus tard aussi à signer des contrats avec des sociétés. Tout ça, ça englobe beaucoup de volets dans cette entreprise. Et j'ai aussi l'ambition de créer de l'emploi pour les femmes. Mon désir est de rendre aussi les femmes un peu plus indépendantes. Surtout dans une société où les femmes ont du mal à se créer une place. Voilà. Parce que je sais aussi que, bon, je suis une femme, j'ai vécu en Europe, et voilà, je sais comment dans la société occidentale, la femme a quand même sa place. Elle est un peu plus indépendante que dans d'autres mondes, dans le tiers-monde, on a l'habitude. Et voilà, donc je veux contribuer aussi à ce que la femme puisse trouver sa place dans la société, bien évidemment, qu'elle ait plus d'indépendance. Il y a des femmes divorcées, il y a des femmes veuves qui ont du mal à s'en sortir, justement. Il faut aider ces femmes-là. Aussi, c'est aussi un de mes objectifs, c'est de pouvoir aider ces femmes à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Et souvent, c'est des femmes qui se retrouvent avec des enfants dans les bras et tout ça. Et c'est pas facile pour ces femmes. Il faut les aider. Il faut les aider vraiment à se prendre en charge. Voilà. Alors, on est en train de finir peu à peu cette émission. On ne va pas vous laisser partir sans quand même avoir votre avis sur la politique actuelle. Déjà, vous êtes au pays depuis, je pense, quelques semaines. Comment avez-vous trouvé la politique actuelle depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Je le complète en disant que Martin Fayulu continue à réclamer la vérité des urnes. Et quelle opinion avez-vous sur le retour de l'opposant Moïse Katumbi Diatta? Bon, je vais commencer par répondre la situation politique que j'ai trouvée ici. La situation politique, d'abord, de voir l'UDPS au pouvoir me satisfait. J'aurais voulu évidemment que les choses soient un peu plus parfaites, oui, si on veut. Mais bon, c'est pas plus mal que ça. Si déjà on arrive à avoir l'alternance au sommet de l'État, sans bain de sang, sans effusion de sang, pour moi c'est déjà une grande victoire, une grande satisfaction. Donc Dieu merci, je me dis voilà, on va faire avec ce qu'on a eu. Et en ce qui concerne Martin Fayulu, Martin Fayulu c'est un acteur politique comme les autres. Je lui souhaite bonne chance dans son combat pour la vérité des urnes. On est en démocratie, voilà. S'il pense que la victoire lui a été volée et que d'une manière ou d'une autre il espère récupérer sa victoire, pourquoi pas. Si M. Martin Fayulu pense que sa victoire a été volée, je lui souhaite de tout cœur que sa victoire lui a rendu. Alors, à Lubumbashi... Et le retour de l'opposant Moïse Katumbi. Ah oui, je suis tout à fait satisfaite pour ce retour. C'est un acteur politique qui a fait quand même beaucoup depuis qu'il s'est désolidarisé. Merci. Allez-y. Du pouvoir de M. Kabila passé. Et c'est vrai, on a eu des divergences entre des tendances politiques, les mouvements politiques et tout ça. Mais j'estime, à mon avis, que c'est un acteur politique qui mérite de rentrer chez lui et exercer comme tout acteur politique dans ce pays en toute liberté, parce que nous sommes en démocratie, nous nous sommes battus justement pour cette liberté, pour cette démocratie, pour l'alternance. Il a aussi contribué considérablement à cette victoire. Donc voilà, donc je suis satisfaite pour son retour, bien sûr. Alors, à Lubumbashi, vous êtes accompagné, ou peut-être bien vous avez une main qui vous soutient déjà, qui est d'ailleurs représentée par les frères derrière vous. Est-ce que ça apporte aussi quand même, qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement de savoir qu'après toutes ces années passées à l'extérieur du pays, quand vous rentrez au pays, c'est vos frères qui vous accueillent et puis qui vous donnent quand même un coup de pouce très important? Oui, en fait, moi quand je suis arrivée à Lubumbashi, je voulais que ce soit fait, que ce se passe
très dans la discrétion. Ah, malheureusement. Je voulais que ça se passe dans la discrétion parce que je suis venue aussi pour ma fondation. Hein. Mais j'ai vu des gens vraiment déterminés, des gens qui sont tellement épris de changement et qui ont voulu m'accueillir comme ils l'ont fait. Je leur dis merci vraiment, parce que là, j'ai encore compris que mon rôle est encore beaucoup plus grand par rapport à ce que je croyais, énorme, hein, que beaucoup attendent de moi et que je devrais effectivement montrer que je peux compter aussi sur eux, qu'ils peuvent compter sur moi et que nous pouvons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la plateforme Yes Weekend. Alors vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous et puis choisissez lequel des messages que vous aurez dans votre cœur et que vous adresserez à tous ceux-là qui vont vous suivre et peut-être voudront bien vous accompagner, et tous ceux-là qui voudront bien soutenir vos actions, ou ceux-là qui soutiennent les actions de l'UDPS que vous représentez ce soir sur ce plateau. Voilà, donc j'ai créé on a créé ensemble avec les compatriotes la plateforme Yes Weekend. C'est vrai, c'est une plateforme vraiment que je tiens à soutenir et avec laquelle je compte travailler, même pour des fins électorales plus tard. Mais je reste membre de l'UDPS, membre effectif de l'UDPS, et j'attends effectivement que des compatriotes qui le veulent bien de venir se joindre à nous pour que nous puissions travailler ensemble. J'ai vraiment des grandes ambitions pour ma fondation. J'ai des objectifs à atteindre, des objectifs énormes à atteindre pour contribuer au bien-être de notre population. Je compte faire beaucoup de voyages, de déplacements dans le but de pouvoir solliciter, récolter des soutiens, que ce soit financier, matériel, même en Occident, là où je réside aussi, pour matérialiser tous mes objectifs à atteindre pour le peuple d'abord, pour la population, pour notre peuple qui attend beaucoup de nous. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, c'était là cette émission qui recevait pour vous Madame Roselyne Mbombo. Madame Roselyne Mbombo, activiste politique congolaise. Elle est congolaise, elle vit en Belgique, où elle a passé la plupart de son temps en Belgique. Elle a accepté notre invitation, elle nous a rejoint sur ce plateau circonstanciel et avec elle on a parlé autour de sa mission en tant que femme politique, mais aussi de sa fondation, Le Peuple d'abord, une fondation qui vient avec un lot d'ambition, surtout celui de relever le social du peuple congolais. Merci à Luc Kadima, confrère de Héritage Télévision, qui nous a accompagnés ce soir. Merci Madame Roselyne. Merci, c'est moi qui vous remercie. Accordé votre temps. Je vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur votre télévision.